Donc voici le circuit électrique que nous allons réaliser. Celui-ci est constitué par deux circuits RC indépendants l'un de l'autre. Le premier circuit RC démarre du pin 7 de Arduino. Il est relié à une résistance, donc j'ai choisi une valeur de 5 kΩ, résistance qui est branchée en série avec un condensateur de 100 microfarad, et ensuite on retourne à la masse. Ici il y a un câble jaune dont une extrémité est reliée à une borne du condensateur, et donc ce câble là est relié à l'entrée analogique A3 de Arduino, et donc c'est au niveau en fait de ce câble là qu'on va lire et mesurer la tension aux bornes du condensateur. Ici nous avons un deuxième circuit RC dont le principe est similaire. Donc je vais utiliser la sortie numérique numéro 2. Je la relie à une résistance dont la valeur est de 10 kΩ et je garde la même capacité pour le condensateur, c'est-à-dire 100 microfarad, et ensuite on retourne à la masse. De nouveau, j'ai mis ici un câble jaune que j'ai relié à l'entrée analogique A5 et qui va lire la tension aux bornes de ce condensateur. Ensuite, comment on va déclencher la charge simultanée des deux condensateurs? Alors c'est là qu'intervient ce circuit qui est ici à gauche donc sur l'image. Donc ce circuit est composé uniquement par deux dipôles, un interrupteur poussoir et une résistance dont j'ai fixé la valeur en fait à 220 ohms. Alors une borne de l'interrupteur poussoir est reliée à la sortie numérique 12 de Arduino qui va fournir en fait toujours une tension constante égale à 5 volts. Ensuite, un câble jaune ici là branché aux bornes de ma résistance et relié à l'entrée analogique A1 d'Arduino va lire la tension aux bornes de cette résistance. Tant qu'on n'appuie pas sur l'interrupteur poussoir, eh bien la tension aux bornes de ma résistance restera nulle. Dès qu'on va appuyer sur le bouton poussoir, à ce moment-là, la tension en fait borne de ma résistance deviendra égale à 5 volts. Et à partir du moment où Arduino détectera en fait 5 volts au niveau de l'entrée analogique A1, cela déclenchera la mise sous tension de mes deux condensateurs grâce au pin 7 et au pin 2 qui passeront en fait d'un état bas à un état haut. Donc on verra ça après dans la partie programmation. Nous allons démarrer la partie programmation. La première chose à vérifier, c'est que l'ordinateur reconnaît bien le microcontrôleur qui est relié à un port USB de l'ordinateur. Donc pour cela, nous allons dans le menu Outils et on constate qu'effectivement, l'ordinateur reconnaît bien ma carte Mega qui est branchée en fait sur le port de communication numéro 9. Donc une fois que l'on a vérifié cela, on peut commencer à préparer le code. Donc j'ai déjà tapé le code dont nous allons avoir besoin, donc vous le trouverez dans la description, vous pourrez faire un copier-coller si vous le souhaitez. Et je vais vous expliquer rapidement le principe de fonctionnement de ce programme très simple. Et pour que vous puissiez suivre correctement les explications, j'ai placé sur la droite de l'écran une image du circuit électrique avec quelques annotations. Alors, la partie void setup, c'est la partie du code qui est exécutée une seule fois. Donc dans cette partie, nous allons déclarer toutes les entrées analogiques et sorties numériques que nous utilisons. Donc les pins A1, A3 et A5 représentent en fait les entrées analogiques aux bornes desquelles on va mesurer une tension, et donc on utilise en fait l'instruction input. Les pins 2, 7 et 12 sont des sorties numériques qui vont fournir une tension de 5 volts. Comme il s'agit de sorties, on les déclare avec l'instruction output.
Lorsqu'on exécute le programme, la charge des deux condensateurs ne doit démarrer que lorsque l'utilisateur appuie sur l'interrupteur. Donc au début, les deux condensateurs ne doivent pas être sous tension, ce qui veut dire que les pins 2 et 7 doivent être dans un état bas, et donc c'est ce que l'on va noter ici par low en anglais. Par contre, il est nécessaire qu'il y ait une tension aux bornes du circuit interrupteur et résistance, et donc le pin 12 doit être dans un état haut, et donc on va écrire ici high en anglais. Ensuite, nous allons démarrer le moniteur série avec l'instruction serial.begin. Alors, comme je l'ai expliqué dans le générique, le but de ce tutoriel, c'est de réaliser l'acquisition des mesures de tension directement avec le tableur Excel. Mais le moniteur série, ça va me permettre dans un premier temps de vérifier que mon programme est correct. Donc, on démarre le moniteur série avec une communication standard à 9600 baux. Et je souhaite que les trois données qui apparaissent sur l'écran, ce soit le temps, donc qui correspondra à une mesure de tension, par exemple, toutes les 20 millisecondes, et puis la tension aux bornes du condensateur A3 et la tension aux bornes du condensateur A5. Et voilà, c'est tout pour la partie Void Setup. La partie Void Loop, c'est la partie du code qui va se répéter indéfiniment. Première chose à faire, l'ordinateur va devoir mesurer les tensions au niveau des entrées analogiques A1, A3 et A5. Pour cela, on va utiliser l'instruction analog read et on va stocker les valeurs mesurées dans trois variables que je vais appeler respectivement code résistance, code condo A3, code condo A5. Alors pourquoi utiliser le mot code et pas écrire directement tension? Alors pour ceux qui sont peu familiers avec les microcontrôleurs, vous devez savoir que la tension, la valeur plutôt, qui va être stockée dans ces variables ne sera pas en fait une tension, mais un nombre entier qui est compris entre 0 et 1023. Pourquoi cela? Parce qu'au niveau des entrées analogiques, la conversion d'une donnée analogique en une donnée numérique se fait sur 10 bits. Or, 2 à la puissance 10 nous donne 1024. Cela veut dire que le microcontrôleur pourra mesurer au total 1024 tensions différentes, chacune étant codée par un nombre entier compris entre 0 et 1023. Donc en clair, au nombre entier 0 correspond à la tension 0 volts et au nombre entier 1023 correspond à la tension maximale de 5 volts. Cela veut dire que si on veut afficher les valeurs des tensions correspondantes, eh bien il faudra créer trois nouvelles variables qui sont ici ci-dessous et faire tout simplement un produit en croix. Donc ce produit en croix, ce sera la valeur qui est comprise entre 0 et 1023. On multiplie par 5 qui est la valeur de la tension maximale et on divise par 1023 qui est le plus grand nombre décimal possible quand on code sur 10 bits. Et cela va nous donner la tension aux bornes de la résistance, la tension aux bornes du condensateur A3 et la tension aux bornes du condensateur A5. La ligne suivante, ms égale millis, c'est la ligne du code qui va permettre la mise en route du chronomètre, ce qui va me permettre d'afficher le temps. Le chronomètre en fait se déclenche dès que le programme est exécuté. Il faut penser maintenant à déclarer toutes ces variables que l'on vient de créer au-dessus de la partie void setup. Alors je remonte dans le code. Donc voici le void setup et voici toutes les variables que j'ai déclarées. Alors code résistance, code condo A3 et code condo A5, ce sont des nombres entiers. On utilise alors l'instruction int
qui est l'abréviation de integer, c'est-à-dire entier en anglais. Les trois autres variables, ce sont des tensions. Ça peut donc être des valeurs décimales. Et donc, on utilise l'instruction float pour flottant ou virgule en anglais. Au début, on initialise toutes ces variables à 0. Et celle-ci, Unsignenlong ms, eh bien en fait ça c'est la variable dans laquelle va être stocké le temps. Et ce temps sera affiché sur l'écran de l'ordinateur en millisecondes. C'est pour ça que je l'ai appelé ms. On revient maintenant au void loop. Alors qu'est-ce que l'on souhaite? Eh bien, tant que la tension aux bornes de la résistance de 220 ohms, celle qui est reliée à l'interrupteur, est nulle, ben, il n'y a pas de charge des condensateurs. La charge des condensateurs doit démarrer dès qu'on appuie sur l'interrupteur, donc lorsque la tension aux bornes de la résistance 220 ohms n'est plus nulle, donc supérieure à 0 volts. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai choisi une valeur seuil de 0,1 volt. Donc, dès qu'on appuiera sur l'interrupteur, la tension aux bornes de la résistance va augmenter et les pins 2 et 7 vont passer d'un état bas à un état haut. Une tension de 5 volts sera alors appliquée aux bornes de chaque circuit RC et les condensateurs vont se charger progressivement. Les lignes qui sont en dessous, ce sont celles qui vont nous permettre l'affichage des données dans le moniteur série dans un premier temps. Donc la première ligne ici correspond à l'affichage du temps, c'est le chronomètre. Et les deux autres lignes, serial print tension condo A3, serial print tension condo A5, ce sera les lignes qui vont me permettre d'afficher les valeurs des tensions correspondantes au niveau des deux condensateurs. Les lignes où il y a écrit serial print et à l'intérieur il n'y a que des espaces vides avec une petite virgule au milieu, ces lignes-là en fait elles sont importantes parce qu'elles vont me permettre sur Excel de séparer les valeurs affichées en 3 colonnes différentes. Ensuite, on attend un délai de 20 millisecondes, ce qui évite un affichage trop rapide des données. Et la boucle recommence tant qu'on ne lâche pas l'interrupteur poussoir. Donc maintenant, on va pouvoir tester le programme à l'aide du moniteur série dans un premier temps. Donc d'abord, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dans le code. Donc ça compile. Voilà, pas d'erreur. Je peux procéder au téléversement. Voilà, c'est fini. Et donc maintenant, je vais ouvrir le moniteur série. Voilà, une fenêtre s'ouvre. J'ai 3 colonnes, une pour le temps et une pour la tension aux bornes de mes deux condensateurs. Et pour l'instant, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas encore appuyé sur l'interrupteur. Donc là maintenant, je vais déclencher la charge des deux condensateurs en appuyant sur l'interrupteur. Et je vais maintenir cet interrupteur appuyé tant que je ne verrai pas la valeur de 5 volts, qui est la tension maximale aux bornes de mes deux condensateurs. Alors j'y vais. Voilà. Et j'attends de voir la tension maximale aux bornes de chaque condensateur. Voilà, j'y suis. 5 volts partout, je lâche l'interrupteur. Alors, là vous voyez que donc j'ai bien 3 colonnes. Et vous verrez que dans la première colonne, la colonne temps, eh bien vous voyez que elle ne démarre pas à 0. Okay, elle démarre à 37 680 millisecondes, donc environ 37 secondes, ce qui est normal puisque je vous rappelle que la fonction milice déclenche un chronomètre dès que le moniteur série en fait s'est ouvert. Et entre ce moment-là et le moment où moi j'ai appuyé sur l'interrupteur, il s'est écoulé un certain temps et ce temps a été comptabilisé. Bon, maintenant est-ce que c'est un gros problème? Non,
parce qu'une fois que l'on basculera les données sur Excel, tout simplement on modifiera la colonne des temps. Tout simplement, en fait, on créera une colonne supplémentaire et dans cette colonne supplémentaire, on va soustraire la valeur 37 680 à toutes les autres valeurs, ce qui me permettra en fait de dire que j'ai déclenché la charge des deux condensateurs à la date t égale 0. Voilà. Sinon, juste une petite vérification au niveau des données. Vous verrez qu'au niveau de la tension des deux condensateurs, j'ai des valeurs qui sont différentes. Et donc, vous pouvez voir que pour une même date, par exemple ici, là, environ 38 secondes, eh bien, la tension bonne de mon condensateur A3, elle est de 2,38 volts, alors qu'elle n'est que de 1,54 volts aux bornes du condensateur A5. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire tout simplement que mon condensateur A3 se charge plus rapidement que mon condensateur A5. Est-ce que c'est normal? Oui, puisque le condensateur A3, c'est celui qui est relié à la résistance de 5 kΩ, alors que le condensateur A5 est relié à une résistance de valeur plus élevée, 10 kΩ, donc la charge est plus lente. Voilà, donc les résultats sont cohérents. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la version Excel pour le traitement des données. Donc nous voici devant l'écran standard de Excel. Et donc on va pouvoir procéder donc à l'acquisition automatisée de toutes mes données, c'est-à-dire les tensions bande des condensateurs et le temps correspondant. Alors pour faire cela, depuis Excel, la version d'Excel 2010, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est 2010, le logiciel intègre un complément qui est préinstallé et qui s'appelle Data Streamer. Donc, dans de nombreux cas, il n'est pas installé d'office. C'est à vous de l'installer. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment faire. Donc, si vous n'avez pas cette icône ici, ben, tout simplement, vous allez dans Fichier. Tout en bas, vous allez dans le menu Options. Vous cliquez sur Options et vous allez ensuite sur l'icône ou le menu où il y a écrit Complément. Quand vous cliquez sur Complément, donc vous verrez que sur mon écran, j'ai déjà en fait deux compléments qui sont installés. J'ai ce que l'on appelle le solver, dont on se servira aussi dans le cadre de ce tutoriel après. Et j'ai le fameux Microsoft Data Streamer. Donc vous, évidemment, si c'est pas installé, vous n'aurez pas cette ligne. Et donc, du coup, pour l'installer, bien, vous descendez dans le menu Gérer et vous allez dans Complément Comme et vous faites Atteindre. Et donc là, vous voyez que il me propose 3 compléments disponibles et le Data Streamer, vous voyez, chez moi, il est déjà coché. Vous cochez la case, vous faites OK et donc normalement, vous aurez le menu qui va apparaître en haut de votre écran. C'est possible en fonction de comment Excel a été installé sur votre ordinateur que cette ligne n'apparaisse pas dans ce menu. Ça peut arriver. Alors si ça n'apparaît pas, ça veut dire que le Data Streamer il est même pas préinstallé sur votre ordinateur et donc il va falloir aller le chercher sur Internet. Alors si vous devez aller le chercher sur Internet, eh bien hop, je vous montre aussi. Nous allons sur Internet et vous allez sur la page officielle de Microsoft. Alors moi j'y suis déjà, mais on peut y aller en passant par Google tout simplement. Donc vous faites Data Streamer Microsoft. Hop, entrée. Ça va vous renvoyer vers le site officiel, ici, Download Microsoft Data Streamer. Donc on clique. Vous allez arriver
sur la page que vous avez vue il y a quelques secondes. Et donc, juste ici en dessous, voilà, Microsoft Data Streamer, Download. Hop, vous cliquez sur Download. Et donc, vous allez avoir voilà, un petit pavé là qui va s'ouvrir. Donc, vous allez pouvoir enregistrer le fichier. Et ensuite, vous l'exécutez et vous l'installez comme n'importe quel autre fichier. Voilà, donc moi je vais pas le faire puisque c'est déjà fait sur ma machine. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez installé votre module Data Streamer, eh bien on peut commencer donc l'acquisition des données. Nous allons sur l'onglet Data Streamer et quand vous cliquez dessus, vous verrez que sur la gauche, vous avez une petite icône où il y a écrit Connect a Device. Je clique dessus. L'ordinateur reconnaît que sur le port de communication numéro 9, j'ai une carte Arduino Meca qui est connectée. Je clique. Une petite fenêtre s'ouvre pour me dire que tout est prêt pour lancer l'acquisition des données. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Start Data. Donc je ferme ma fenêtre et je clique sur l'onglet Start Data. À ce moment-là, un tableau devrait apparaître. Voilà. Et donc ce tableau, par défaut, il possède 15 lignes. Et donc évidemment, à chaque ligne va correspondre une mesure. Mais 15 lignes, ça risque de faire un peu juste. Peut-être que je n'aurai pas assez de données pour avoir des graphiques qui soient bien exploitables. Donc il va falloir augmenter le nombre de lignes du tableau. Alors pour cela, on va aller dans le menu Settings, qui est ici en bas. Et dans ce menu Settings, nous pouvons modifier 4 paramètres. Nous, parmi ces 4, il suffit d'en modifier 2. Alors le premier paramètre que l'on va modifier, c'est le nombre de lignes. Donc au lieu de mettre 15, je vais mettre 200 lignes. C'est largement suffisant. Et je vais jouer ici là sur l'intervalle entre deux mesures. Je vais le fixer à 20 millisecondes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on peut revenir sur notre page où il y a le tableau. Vous constatez que le tableau comporte maintenant beaucoup plus de lignes qu'avant, puisque au total maintenant il y en aura 200. Et tout en bas du tableau, vous voyez, il y a une ligne qui est un peu jaune. Et c'est par là en fait que les mesures vont commencer. Et ensuite elles vont se déplacer progressivement vers le haut du tableau. Alors ça, on le verra mieux lorsqu'on fera l'acquisition des données. Pour l'instant, ce que je voudrais vous montrer, c'est revenir tout en haut du tableau. Voilà. Et à partir d'ici, ce que je vais faire, c'est je vais appuyer sur le bouton rouge de ma carte Arduino Mega, c'est-à-dire c'est le bouton Reset. Donc je vais cliquer sur le bouton Reset et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc en cliquant sur Reset, vous voyez qu'en fait j'ai déjà les noms des colonnes qui en fait sont apparus. Alors je vais les agrandir un petit peu pour que ce soit un peu plus joli. Et comme pour le moniteur série, ça ne déclenche pas l'acquisition des mesures tant que je n'ai pas appuyé évidemment sur l'interrupteur poussoir. Mais par contre, ça a déclenché le chronomètre, hein, qu'on ne voit pas pour le moment, mais on verra après que le temps n'est pas à 0. Voilà, là je suis prêt, donc je vais redescendre, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le démarrage des mesures se fait par le bas du tableau. Voilà, là je suis tout en bas. Je vais maintenant appuyer sur l'interrupteur poussoir et je vais le maintenir appuyé tant que les données ne sont pas arrivées jusqu'en haut du tableau. Donc j'y vais. Voilà. Je monte. Et là, je les ai presque toutes. Je vais lâcher. Voilà. Je lâche l'interrupteur. Et voilà. J'ai toutes mes mesures. Et comme vous pouvez le constater, la première des mesures
ben, n'a pas un temps nul. La première mesure qui s'affiche, elle est à 66 000 millisecondes, c'est-à-dire environ 66 secondes, c'est-à-dire une minute environ. Et donc c'est le temps entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton Reset et le moment où j'ai appuyé sur l'interrupteur pour déclencher la charge des deux condensateurs. Maintenant, je peux cliquer sur Stop Data. Et maintenant, on va pouvoir commencer le traitement des données. Alors, si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que dans de nombreuses cases, il y a un petit triangle vert en haut à gauche. Alors, quand on clique sur ce petit triangle vert, il y a un point d'exclamation qui apparaît et on nous donne une information, on nous indique le nombre dans cette cellule est au format texte. Et donc ça va me poser un problème pour le traitement de mes graphiques parce que Excel ne va pas reconnaître ces valeurs comme étant des nombres. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est sélectionner toutes les cases où apparaît ce petit triangle. Donc je dois m'arrêter, je crois quelque part par là. Oh, je crois que ça doit être bon là. Voilà. Et ensuite, en cliquant sur le petit point d'exclamation, on me rappelle que donc le nombre est stocké sous forme de texte, mais dessous j'ai une ligne où il y a écrit convertir en nombre. Je clique sur cette ligne et tous les petits triangles verts disparaissent. Et là, je vais pouvoir faire un traitement correct des données. Alors, pour commencer, je vais créer une colonne supplémentaire entre temps en millisecondes et tension au point du condensateur à 3. Dans cette case-là, ce que je voudrais mettre, c'est avoir le temps dans le système international, c'est-à-dire en fait en secondes, et je veux aussi que la valeur qui soit dans la première case corresponde à l'origine des temps. Donc, pour faire cela, on va écrire une petite formule. Donc, on va écrire égal, parenthèse. Donc, le premier temps qui apparaît dans mon tableau, c'est celui-ci. Hein, c'est celui qui est dans la case B11. Donc, je vais écrire B11 moins, je vais soustraire justement cette valeur-là, 66 273. Comme ça, le résultat me donnera égal à 0. Et je divise par 1000 pour transformer les millisecondes en secondes. Donc la première case me donne 0, c'est normal. Et ensuite, je vais étirer toutes les valeurs qui sont dans cette colonne. Et j'aurai tous mes temps exprimés en secondes. Voilà, je lâche. Et voilà. Bon, une fois que l'on a ça, eh bien, il ne reste plus qu'à tracer les graphiques. Donc, on va sélectionner ces trois colonnes-là, la colonne des temps et les deux tensions aux bornes du condensateur. Ensuite, on fait insertion, graphique, nuage de points. Et voilà. Donc, j'ai sur ce graphique-là la tension aux bornes de mes deux condensateurs au cours du temps. On va améliorer un petit peu ce graphique. D'abord, on va commencer en lui mettant un titre. Donc, on va mettre tension aux bornes des deux condensateurs en fonction du temps. Voilà. On va mettre également peut-être une légende sur les axes. Donc, titre des axes. Donc, en ordonnée, on va effacer tout ça. Donc, j'ai la tension. Ah, j'ai la tension.
en volts. Voilà. Et à l'abscisse, donc j'ai le temps qui donc désormais est en secondes. Temps en secondes. Voilà. Et quand j'ai ce graphique-là, il ne me reste plus qu'à identifier en fait quelle courbe correspond à quel circuit RC. Alors pour cela, on va aller dans le menu où sont écrites toutes les séries. Et donc la série numéro 2, donc je regarde dans les données, ça concerne les valeurs que j'ai mises dans la colonne E. Or, d'après le tableau, hein, la colonne E, si je regarde ici, et je remonte, la colonne E, donc ça concerne le condensateur A5, c'est-à-dire le condensateur qui effectivement est relié à la résistance de 10 kΩ. Donc on va changer le titre. Donc je vais enlever ça. Voilà. Et donc pour que ce soit plus clair, je vais marquer que ça, cette série, c'est le condensateur. Alors je vais abréger, hein. Voilà. Donc condensateur A5 qui est relié à la résistance de 10 kΩ. Voilà. Et donc, bien entendu, ben, la première courbe, celle qui est en bleu, eh bien, c'est celle qui correspond au condensateur A3. Condensateur A3 qui est relié à la résistance de 5 kΩ. Et voilà. Donc là, mon graphique, il est complet, hein, je peux difficilement faire mieux. Et donc, ce que l'on observe, c'est que le condensateur qui est relié à la résistance de 5 kΩ, eh bien, ce condensateur-là se charge effectivement plus vite que le condensateur qui est relié à la résistance de 10 kΩ. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est à partir de ces graphiques de déterminer ce que l'on appelle la constante de temps du circuit RC. La constante de temps, c'est tout simplement le produit entre la valeur de la résistance et la capacité du condensateur. Si on arrive à l'aide d'une modélisation à déterminer cette constante de temps, on pourra ensuite soit déterminer la valeur de la résistance R du circuit, soit la capacité C du condensateur si une de ces deux valeurs est inconnue. Mais pour cela, il faut pouvoir modéliser la courbe. Et Excel dispose effectivement d'un certain nombre de modèles prédéfinis. Par exemple, si je clique sur la courbe orange, je fais un clic droit, ajouter une courbe de tendance, je vais avoir un certain nombre de modèles disponibles. Mais dans mon cas, j'ai besoin d'avoir le modèle qui correspond à une exponentielle négative. Okay. Et ce modèle n'est pas disponible. Donc là, il faudra utiliser une autre technique. Et c'est dans cette situation qu'intervient un autre module complémentaire qui est aussi disponible sur Excel et qui s'appelle le solver. Et donc nous allons voir cela tout de suite. Le solver, c'est un complément Excel pour faire de l'optimisation. Il consiste entre autres à modéliser une courbe expérimentale à partir du moment où on connaît l'équation de la fonction. La première chose qu'il faut, c'est installer le solver parce qu'il n'est pas installé par défaut. Alors, pour l'installer, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez dans Fichier, Options. Une fois que vous êtes dans Options, vous cliquez sur l'onglet Complément. Et tout en bas,
vous allez dans les compléments Excel et vous faites atteindre. Et donc là, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Hein, et vous pouvez cocher en fait plusieurs cases. Donc moi, le complément solver est déjà coché. Ben, à vous de le cocher. Et ensuite, vous faites OK. Et où s'installe le solver? Eh bien, pour le voir, il faut aller dans Données. Et vous verrez que complètement à droite, il y a une icône où il y a écrit solver. Voilà. Ça, c'est pour l'installation du complément Excel. Donc maintenant, nous allons essayer de modéliser une des deux courbes donnant la tension aux bornes du condensateur. Donc j'ai gardé sur le graphique la courbe qui donne la tension aux bornes du condensateur A3 et j'ai supprimé l'autre courbe. Une fois que l'on aura modélisé cette courbe, nous aurons accès à des valeurs caractéristiques du circuit et notamment la fameuse constante de temps. Et connaissant cette constante de temps, on pourra essayer de retrouver par le calcul la valeur numérique de la résistance que j'ai utilisée pour ce circuit RC. Alors, allons-y. La première chose que j'ai besoin de connaître, c'est quelle est l'équation de la fonction que je souhaite modéliser. Ici, je suis dans le cas d'un circuit RC en série soumis à un échelon de tension. Alors, dans cette situation-là, l'équation de ma fonction s'écrit U égale E facteur de 1 moins exponentielle moins K fois T. Pardon, moins K fois T. Voilà. Alors, à quoi correspondent chacun de ces termes? Alors, U représente la tension aux bornes de mon condensateur au cours de la charge. E représente la force électromotrice de mon générateur qu'il va falloir déterminer. C'est une des deux constantes que l'on doit trouver. Ensuite, ici, j'ai une constante K. Alors, cette constante K, elle est égale à 1 divisé par RC. R étant la valeur de la résistance de mon circuit, exprimée en ohms, et C, la capacité de mon condensateur, exprimée en farad. Et le produit R fois C, lui-même, porte un nom, c'est ce que l'on appelle la constante de temps, qui s'exprime en secondes, si R s'exprime en ohms et la capacité de votre condensateur en farad. Et bien sûr, ici, petit t c'est l'abscisse, donc c'est le temps. Donc le but, c'est de déterminer les constantes qui sont spécifiques à ce circuit RC. Donc il faut déterminer les valeurs de E et la valeur de K. Voilà ce que je dois faire. Donc au début, on va attribuer de manière purement fictive deux valeurs pour E et K. Et donc par défaut, moi je vais attribuer par exemple la valeur 1 à tous les deux. Voilà. E égale 1 volt et K égale une seconde moins 1. Maintenant, étape suivante, c'est je vais créer une colonne supplémentaire que je vais appeler modèle. Et donc ce modèle-là, son unité, ce sera le volt. Et qu'est-ce que je vais écrire dans la première case D2? Eh bien, je vais écrire l'équation mathématique de mon modèle, c'est-à-dire la ligne qui est ici. Donc, mon modèle, il doit être égal à E, c'est-à-dire la force électromotrice de mon générateur. Donc, la valeur que j'ai mis dans la case H22. Et je vais l'entourer par des dollars, donc H22, comme ça, de manière à ce que cette valeur-là reste en fait fixe. Ensuite, je vais écrire parenthèse 1 moins exponentielle parenthèse moins K.
Et donc K, je veux aussi que ça prenne une valeur fixe pour le moment. Et donc cette valeur, je l'ai fixée elle aussi pour le moment arbitrairement à 1. Donc je vais mettre $H $, elle est dans la case 23. Et je vais multiplier tout ça par le temps qui lui démarre à la case B2. Et par contre, le temps, il ne faut pas le mettre entre les signes $, parce que justement, le temps, lui, il varie. Donc, je fais Entrée, et maintenant, j'étire toute la sélection. Voilà. Et donc, vous constatez pour le moment que les valeurs théoriques de la tension aux bornes du condensateur que j'ai calculé par ce modèle-là sont complètement différentes de la tension aux bornes du condensateur avec des valeurs expérimentales. Et donc ça, c'est tout à fait normal, puisque je vous rappelle que pour le moment, les valeurs de E et K, je les ai introduites au hasard. Étape suivante, je vais cliquer une fois sur le graphique. Et donc, vous voyez que automatiquement, la colonne temps et la colonne tension aux bornes du condensateur ont été sélectionnées. Et que ici, en haut, là, il y a un petit carré bleu. Et bien, avec un clic gauche, je vais maintenir appuyé sur ce petit carré. Et je vais le déplacer jusqu'à ce que celui-ci intègre la colonne modèle. Et je lâche. Et là maintenant, vous voyez qu'il apparaît sur mon écran, sur mon graphique ici, là, mais une deuxième courbe. Et donc cette courbe, c'est quoi? Bah, cette courbe, c'est la courbe que j'ai modélisée. C'est-à-dire pour l'instant, c'est une courbe théorique. Alors, je vais changer un peu la couleur. Et donc, je vais mettre remplissage noir, contour noir. Voilà. Donc, en noir, pour l'instant, nous avons la courbe modélisée. Et en bleu, nous avons la courbe expérimentale. Donc, vous constatez que pour le moment, elle ne s'ajuste pas. Quelque chose de très intéressant, c'est que si maintenant, on vient ici dans les cases dans lesquelles on a affecté des valeurs au hasard pour 1 et K, eh bien, je vois que si je change la valeur de E, par exemple, voilà, 2, maintenant 3, ici je remets par exemple 4, ce que l'on voit c'est que bien la courbe modélisée s'adapte en fonction des valeurs de E et K que je rentre. Et ça c'est très intéressant pour avoir en fait une première approximation. Mais évidemment, on va pas y aller à tâtons, on va pas essayer toutes les valeurs de E et de K jusqu'à ce que ma courbe modélisée se superpose exactement sur la courbe expérimentale. Ça pourrait être très long et c'est pas très très rigoureux, on va dire, sur le plan scientifique. Donc, il y a une autre méthode pour cela. Cette autre méthode consiste à calculer dans la dernière colonne qui est ici, la colonne E, un nouveau coefficient que l'on appelle le coefficient de corrélation. Donc je vais l'écrire ici, coefficient corrélation. Et qu'est-ce que c'est ce coefficient? Bien, c'est quelque chose de très très simple. C'est tout simplement la différence entre les valeurs des tensions théoriques et les valeurs des tensions expérimentales, le tout élevé au carré. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de valeur négative. Donc, du coup, je vais écrire D2 moins C2, le tout élevé au carré. Entrée. Et j'étire, voilà, de manière à ce que pour chaque ligne, je puisse avoir le coefficient de corrélation correspondant. Je vais jusqu'en bas du tableau. Voilà. Une fois que j'ai toutes ces valeurs, maintenant ce que je vais faire, c'est la somme.
j'ai besoin d'avoir la somme de tous les coefficients de corrélation. Donc là, j'ouvre une parenthèse et donc je sélectionne toutes les valeurs que je viens de calculer. Donc je remonte, voilà, jusqu'ici. Normalement, elles vont s'afficher de nouveau dans la case somme. Voilà. Je ferme la parenthèse, égale. Voilà. Et donc, c'est à partir de maintenant qu'on va utiliser en fait le solver. Alors, qu'est-ce qui va faire ce solver? Eh bien, comme je l'ai dit en introduction, le solver, c'est un outil d'optimisation. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien, cette somme de tous les coefficients de corrélation, on va essayer de la minimiser. Et donc, à partir du moment où elle sera minimisée, ça veut dire que mes valeurs de tension théorique, elles seront très proches des valeurs des tensions expérimentales. Et donc, j'aurai deux courbes qui vont se superposer et j'aurai alors accès aux valeurs de E et de K que le solver lui-même va calculer pour moi. Alors, je vous montre. Et là, maintenant, c'est tout simple. On clique sur Solver. Voilà, j'ai une case ici. On me dit objectif à définir. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est minimiser la somme de tous les coefficients de corrélation. Donc, cette somme-là, je l'ai écrite dans la case E. Alors, hop, je vais me déplacer. Voilà, E 180, non, pas 198, E 201. C'est bien la valeur qui est inscrite ici. Je veux la minimiser. Donc, je vais cliquer ici sur min. Et ensuite, il faut préciser à l'ordinateur sur quels paramètres il va pouvoir jouer pour minimiser cette somme. Eh bien, justement, les deux paramètres sur lesquels il va pouvoir jouer, eh bien, ce sont les valeurs de E et de K. Donc, je remonte vers le graphique, voilà, et donc je sélectionne ces deux valeurs. Voilà. L'ordinateur a la possibilité de jouer sur la valeur de E et sur la valeur de K. Et là, c'est tout, c'est fini. Il n'y a plus qu'à cliquer sur résoudre. Je clique sur résoudre. Et là, c'est magique. Le solver a convergé vers la solution actuelle. Toutes les contraintes sont satisfaites. Je clique sur OK. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai une courbe noire qui se superpose parfaitement à ma courbe bleue, qui était la courbe expérimentale. Et ici dessous, j'ai deux nouvelles valeurs de E et de K, celles que l'ordinateur a calculées pour s'adapter le plus possible à mon modèle expérimental. Et donc là, première chose, c'est vous allez voir qu'au niveau de la valeur de E, on a 4,99, etc. Ça veut dire qu'on est très proche de la valeur 5. On est très proche de 5 volts. Eh bien ça, c'est tout à fait normal, puisque quand Arduino délivre une tension aux bornes d'un pin numérique, c'est bien une tension de 5 volts. Donc cette valeur de E est tout à fait cohérente. Concernant la valeur K, nous avons dit tout à l'heure que K, c'était l'inverse de la constante de temps. Donc je vais calculer ma constante de temps. Donc je vais écrire égale 1 divisé par la valeur de K que m'a déterminé l'ordinateur, c'est-à-dire la valeur qui est dans la case H23. H23, entrée. Voilà. Donc ça veut dire que ma constante de temps, elle est égale à environ 0,55 secondes. Et qu'est-ce que c'était cette constante de temps? Elle était égale au produit R fois C. Donc si vous vous souvenez, dans mon montage de départ, j'avais deux circuits RC. J'avais choisi deux condensateurs identiques, mais avec des résistances différentes. La capacité du condensateur que j'avais choisi pour les deux montages, elle était fixée à 100 microfarad.
Donc du coup, maintenant, ce que je veux, c'est calculer la valeur de la résistance qui était dans mon circuit. Donc pour cela, je fais égale la valeur de ma constante de temps, c'est-à-dire 0,55, divisé par la capacité du condensateur que j'ai choisi, c'est-à-dire 100 microfarad. Donc il faut convertir. Donc je vais écrire 100 fois 10 exposant moins 6, c'est-à-dire 100 E moins 6. Je fais entrée et je trouve 5500, ce qui correspond à une résistance de 5500 ohms. Or, la résistance que j'ai reliée en série aux bornes du condensateur A3 avait pour valeur 5000 ohms. Donc, je suis très très proche de la réalité. Compte tenu des nombreux calculs et de l'incertitude sur la valeur de la résistance elle-même, eh bien 10% d'erreur sur la valeur, je pense que c'est une très très bonne mesure. Et ceci donc conclut ce long travail avec Arduino et Excel. Au cours de ce tutoriel, vous avez eu l'occasion de réaliser un circuit électrique avec microcontrôleur, de le programmer ensuite, d'apprendre à faire une acquisition automatisée des données avec DataStreamer, d'utiliser le solver comme outil de modélisation d'une fonction et finalement modéliser une courbe expérimentale pour déterminer un paramètre caractéristique du circuit, la constante de temps. C'est la fin pour ce tutoriel. Ceci était ma première vidéo. Probablement qu'elle n'est pas parfaite et qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut en bas de la fenêtre vidéo de YouTube. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et remarques. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et à bientôt sur une prochaine vidéo Arduino.